Bien, bonjour à tous. On va lancer la réunion pour pas être trop tard sur le timing. Bonjour à tous tout d'abord. Donc je suis Thibaut Vandreden, je suis en charge de l'international au sein du pôle Mécatech. J'ai le plaisir de animer ce webinaire avec mon collègue Philippe Steyr que vous connaissez sans doute, qui est notre expert en énergie. Euh, le webinaire d'aujourd'hui, il est dédié au thème des net zéro technologies et plus spécifiquement en fait de, des technologies de grid. Ce webinaire est organisé dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Jubal. C'est un projet européen dont le pôle Mécatech est coordinateur. On vous en dira un petit peu plus juste après. Et est organisé aussi avec le soutien de l'EDIH Wallon, l'EDIH Wallonia. On aura le plaisir aussi lors de ce webinaire de vous dire quelques mots sur tout un travail de mapping et de brochure qui a été réalisé sur les net zéro technologies. Voilà, donc on est sur un scope net zéro technologie, mais on a un focus quand même aujourd'hui qui est un petit peu plus spécifique sur les grids. On peut peut-être passer à la slide suivante, non, je pense, Philippe? On ne va pas s'afficher. Si, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui au niveau de l'ordre du jour? Je te laisse prendre la suite. Oui, donc au niveau de l'ordre du jour, on a une présentation d'abord de Thibaut, qui va présenter justement le projet de GEOL brièvement et l'implication de ce projet pour les grands comptes, mais également pour les PME. Ensuite, je vous présenterai très brièvement une brochure qui est sortie avec les acteurs wallons qui travaillent justement sur les net zéro technologies. Donc, c'est orienté vraiment acteurs industriels. Ensuite, on aura des présentations de la part d'Elia et d'Ores. Donc, une première présentation qui sera réalisée par Vincent Dufour, qui fera une présentation des besoins actuels et futurs, mais avec un accent spécifique sur la partie Scope 3 et en quoi l'innovation est également cruciale pour cette partie Scope 3. Ensuite, Sébastien Janssens d'Elia présentera d'un point de vue plus large l'approche innovation et des exemples de challenges technologiques qui sont en cours chez Elia. Il expliquera aussi les démarches pour justement faire des propositions à Elia pour des projets pilotes. Ensuite, Ores, avec Arnaud Rouffignon, présentera l'approche innovation chez Ores et également des challenges technologiques qui sont en cours au niveau d'Ores. On terminera ensuite par une présentation de Jérôme Kervin de Memoco, qui a justement un exemple de projet qui est en cours et qui pourra servir aussi d'inspiration vis-à-vis des autres acteurs PME qui sont présents aujourd'hui. Donc voilà, donc on a la session aujourd'hui est enregistrée, elle vous sera renvoyée à la fin du webinaire. Et donc, voilà, durant la présentation, il y aura différents moments de Q&A après chaque présentation. Donc, ce qu'on vous propose, c'est soit de mettre vos questions dans le chat ou d'attendre la session de Q&A après chaque présentation. Voilà, donc je propose de repasser la main à mon collègue Thibaut pour vous expliquer le contexte du projet JWell. Super, merci Philippe. Donc quelques mots sur Joël. Je vais vous présenter en fait ce qu'est ce projet européen d'abord pour dresser le contexte et puis ensuite je vais faire un focus sur une opportunité qui est liée à un appel à projet pour développer des petits POC, des petits démonstrateurs sur les net zéro technologies et sur les grids. Donc, je vais essayer de vous faire ça en concentré. On a fait un webinaire, si vous voulez, plus d'informations, beaucoup plus long, il y a quelques semaines où on rentrait plus en détail, mais ici, j'ai un petit peu moins de 10 minutes. Donc, ce que je vous propose, je déroule le cadre global, et puis après, si vous avez des questions tout au long du webinaire, j'y répondrai. Ce sera un petit peu plus sympa et plus interactif de fonctionner de cette manière. Euh,
Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet Duel? Ben, en fait, Duel, ça rentre dans un cadre plus global. C'est un projet européen qui est organisé dans le cadre du Single Market Programme de la Commission. Ça rentre dans le cadre des projets Eurocluster et la Commission a lancé en fait un appel à projets pour financer des projets, dont Duel est un des projets, pour financer en fait des projets qui soutiennent le développement des net zéro technologies et leur application et leur utilisation sur des cas manufacturiers. Donc, qu'est-ce qu'elle souhaite faire la Commission en fait dans le cadre parce qu'elle finance en fait ce type de projet? Elle veut accélérer l'adoption des technologies net zéro. Elle veut renforcer les chaînes de valeur européennes, d'offre de solutions en net zéro, et elle veut contribuer à l'effort d'innovation au sein des PME. Donc ça, c'est un peu le cadre global. Il y a plusieurs projets qui sont financés. Jewel est l'un d'entre eux, comme je l'ai expliqué. Il y en a encore 7 autres qui sont en cours aussi parallèlement à Jewel. Euh, Maintenant, si on rentre plus dans le détail de ce qu'est Jewel spécifiquement, bah, le scope de Duel, il s'inscrit dans le cadre global de la commission que je vous ai expliqué. Donc, il rentre il couvre le scope des net zéro technologies et du manufacturing. C'est un projet qui dure 3 ans. Il y a un budget, comme vous voyez ici, de 2,7 millions d'euros. Ce qu'il faut retenir qui est vraiment important, c'est que, en fait, sur ce montant-là, il y a 2 millions d'euros de budget qui va être utilisé pour financer des petits démonstrateurs industriels. Donc en fait, 2 millions d'euros vont être organisés par le consortium. Donc nous coordonnons Mecatech avec 8 autres partenaires. Et donc on va organiser des 3 appels à projets qui nous permettent de financer en fait des petites innovations industrielles spécifiques liées sur ce scope. Donc ça, c'est une spécificité de ce projet. Pour la petite anecdote, voilà, c'est un dispositif qui s'appelle le third party funding ou le cascade funding. Donc c'est la commission nous donne un pot d'argent que nous-mêmes on peut ensuite redistribuer à des industriels qui développent des projets. Donc là, on est sur des projets extrêmement concrets qui vont être financés dans ce cadre-là. Je vais appuyer sur la suite, la slide suivante. Qui est-ce qu'on retrouve dans Duel? Mecatech, coordinateur, mais on ne travaille pas tout seul, évidemment. On est avec des partenaires français de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de SIM, avec des gens de la région de Nantes, Saint-Nazaire, donc c'est les gens de MC2, des Italiens d'Émilie-Romagne, des Portugais, de Poolnet, des Polonais de Evoluma, un gros cluster en métal. On a aussi des partenaires lettons et puis des partenaires finlandais de Merinova, de la région de Vaasa, qui sont très avancés sur les technologies net zéro. On travaille aussi avec un réseau d'ambassadeurs de clusters, donc, qui ne sont pas directement dans le consortium, mais qui nous aident à recruter des use cases, à recruter des partenaires potentiels qui sont intéressés aussi à participer à cette dynamique. Donc on a beaucoup de gens en Espagne qui sont avec nous, il y a d'autres personnes en France, et des Norvégiens aussi qui sont avec nous. Enfin, c'est un réseau large. On ne rentre pas dans le détail, on n'a pas forcément le temps. Euh, Ça, c'est important aussi que je vous passe un petit peu de temps avec vous là-dessus. Ça, c'est concrètement qu'est-ce qui est qu'est-ce que le projet Duel peut vous apporter. C'est un projet qui va d'abord qui organise du contenu, comme aujourd'hui typiquement, des séances collectives où on présente un petit peu du contenu sur qu'est-ce que sont les net zéro technologies, quels sont des enjeux, quels sont des challenges. Voilà. On a aussi deux autres activités qui sont organisées, qui sont bien évidemment le financement d'appels à projets. Donc, c'est ce que j'expliquais avec vous. Il y a 3 appels à projets qui vont être financés. Ici, ce sont les PME qui peuvent recevoir directement du financement dans le cadre de ces appels-là. Mais les grands groupes peuvent aussi participer à cet appel-là et peuvent apporter un use case auquel des PME vont répondre. Donc, les grands groupes ne sont pas forcément financés indirectement, mais ils peuvent avoir des PME qui, dans le cadre d'un appel à projet, développent une solution pour leur use case. Et puis on a autre chose qui est la box du milieu ici. Donc les Project Factory, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va aussi commencer à partir du mois de septembre. On va organiser des petits groupes de travail, 4 focus groups qui réuniront des grands groupes d'un côté, qui viennent avec un use case, un problème, un challenge qu'elles n'arrivent pas à résoudre ou sur lequel elles aimeraient partager du temps. Et puis, on aura, sur ces mêmes groupes-là, en fait, des PME technologiques européennes qui seront associées en fait à ce travail-là, et qui permettront, l'idée, c'est de faire de l'idéation lors de ce travail-là, et puis qui permettra d'aboutir on l'espère, à des dépôts de projets lors de l'un des calls qui va être organisé.
Donc voilà, on a ici une activité qui peut concerner à la fois en fait des PME, mais aussi en fait des grands groupes qui peuvent être tout à fait partie prenante, soit d'un focus group, soit être partenaire en fait un petit POC ou d'un démonstrateur qui peut être déposé dans le cadre de ce dossier-là. C'est la suivante. Ça, c'est qu'est-ce qui est couvert par ce projet européen? En fait, ça, c'est un peu le terrain de jeu sur cette slide que vous voyez. Ce projet européen, il s'adresse, et donc les calls qui vont être organisés, il couvre 4 net zéro technologies. Les net zéro technologies, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a une liste, je crois que ça doit être 12 ou 14. Ici, dans le cadre de ce projet, il y en a 4 qui sont couvertes, dont le thème qui nous anime aujourd'hui, qui est les grids. Mais on parle aussi, il y a aussi tout ce qui concerne la batterie et le stockage. L'hydrogène est aussi couvert par Duel. Et puis tout ce qui est technologie de décarbonation, donc notamment l'intégration de solutions d'énergie renouvelable sur des sites industriels, c'est aussi couvert par ce scope. Les cas d'application sont très très larges. Il y a 3 écosystèmes clés, mais qui sont, comme vous le voyez, larges. Tout ce qui concerne la mobilité, le transport, ça fait partie de cela. Tout ce qui est energy intensive, ça rentre dans ce cadre-là. Tout ce qui est aerospace et defense, ça rentre dans ce cadre-là. Donc il y a un champ d'action qui est relativement large. Maintenant, évidemment, par rapport à ce qui nous anime aujourd'hui, les grids, bah, c'est tout à fait couvert et, et tout à fait en lien avec le dossier. Je vois qu'il me reste encore moins de 5 minutes, donc j'ai un petit peu avancé. Maintenant, je vais passer sur l'open call spécifique, donc qui a été lancé. Donc ça, c'est du très 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 court terme. On a lancé l'open call hier, un des premiers open call Duel, donc qui est ouvert, dans lequel on va financer 10 projets. Donc on va recevoir des applications, des gens qui vont candidater. Je vous dirai juste après comment est-ce qu'on peut candidater et comment ça fonctionne. Mais on a du financement pour financer 10 projets. Ce sont des projets qui permettent de recevoir un maximum de 54 000 euros de subsides. Il y a 10% qui doivent être amenés en propre par les partenaires. Donc, on est sur des projets de minimum 60 000 euros qui vont être déposés. C'est des projets collaboratifs. Le call a ouvert hier et il ferme le 1er juin. Donc là, il y a encore un petit peu de temps pour préparer des applications. On est évidemment, comme vous en doutez, vu les montants qui sont relativement limités sur des projets courts, c'est maximum 9 mois, et sur des projets avec un niveau de TRL qui est élevé. Donc là, on est sur des choses proches du marché. On n'est pas sur de la recherche fondamentale. C'est pas ce qu'on attend ici. On veut des choses très concrètes dans ce cadre-là. Alors évidemment, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ce dialogue avec vous aujourd'hui. C'est que ça s'arrête pas, le duel s'arrête pas à la discussion qu'on a maintenant, à la présentation qu'on vous fait maintenant sur ce call. C'est un projet qui va durer 3 ans. Hein. Il y a un autre call qui va être ouvert à la fin de l'année, là pour des projets flagship de plus grande taille, hein, avec là qui seront sur des enveloppes de 180 000 euros. Et puis on aura en 2027 au printemps, un autre call qui sera similaire à celui-là. Donc il y a tout un rythme en fait et une activité et en fait des leviers d'action concrets pour des idées que vous pouvez avoir, pour des discussions que vous pouvez avoir, où en fait on peut mettre ça en pratique pendant cette période donnée qui va s'écouler sur une période de 2 ans et demi. Donc c'est pour ça que c'est pas une finalité en soi cette présentation, c'est juste un premier temps de contact et d'échange avec vous. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce premier call? En fait, comment ça fonctionne, ce call-là? Bah, c'est le call donc, qui a ouvert hier. Pour pouvoir candidater, il faut au minimum 2 PME qui sont impliquées. Il faut quand même un use case industriel. Donc, les PME peuvent être soit des technology providers, soit des manufacturing end users. Euh, les groupes, ces 2 PME-là doivent venir de 2 sous-régions différentes. Donc, ce qui est utilisé ici dans le cadre, c'est une codification européenne qui s'appelle NUTS 2. Je vous passe l'acronyme. En gros, pour la Belgique, c'est les provinces. Donc, c'est possible de faire du Wallo-Wallon, province de Liège, province du Hainaut, par exemple. Je vous le conseille pas nécessairement, parce qu'on a mis aussi en place un système de bonus. Donc, si vous travaillez avec un partenaire étranger, vous avez un bonus qui est relativement important et qui peut faire la différence dans votre projet. Donc oui, on peut faire du local, mais c'est plus conseillé de faire de l'international. Je pense que vous avez plus de chances d'être financé si vous le faites. Point très important, les groupes, les grosses entreprises ne peuvent pas recevoir du financement directement, mais elles sont éligibles, elles peuvent participer à un consortium et elles peuvent être celles qui apportent le use case. Donc vous pouvez très bien être dans un cas où vous travaillez avec deux PME Trade Providers sur un cas particulier.
touchez pas de l'argent directement, mais les PME qui développent une solution pour vous, elles seront financées. Donc ça, c'est tout à fait un cas qui est possible et qu'on encourage. Le funding, j'en ai déjà parlé, c'est des projets de 60 000 euros avec 10% de financement propre à amener. Donc vous avez un subside pour les PME de 54 000 euros. Les coûts, c'est du classique, de l'ultra classique, du staff, de l'équipement, etc. Le subcontract, la sous-traitance, c'est éligible, mais c'est maximum 15%. Et ce qui est intéressant aussi sur ces calls, on est sur des calls très pratico-pratiques. Il n'y a pas de, en gros, de reporting financier quand dans votre dossier. C'est des dossiers qui sont maximum 10 pages. C'est pas un call qui est soumis à l'aide qui est soumis à du de minimis. Donc, on va pas vous demander de rendre non plus du reporting, du reporting. Ce qu'on demande, c'est dans votre dossier, vous nous donnez vos KPI, on les regarde à la fin. C'est payé en deux fois. Vous avez une avance au démarrage de 40% et puis un financement final de 60%. Vous atteignez vos objectifs, vous touchez le financement. C'est très simple. Le scope, qu'est-ce qui doit être couvert dans votre idée de projet? Bah, c'est ce que j'expliquais juste avant. En fait, il faut couvrir une des technologies NZT, donc le grid, c'est dedans. Et puis, il faut avoir un cas, bah, idéalement un cas aussi qui rentre dans les trois méga secteurs ou méga écosystèmes que je vous ai expliqué juste avant. On est bien sur des POC ou c'est des démonstrateurs et on veut un TRL assez élevé à la fin. Donc ici, l'idée, c'est de démontrer la faisabilité technologique. On n'est pas sur de la rocket science, on n'est pas sur de la recherche fondamentale. Voilà, je pense on a à peu près fait le tour. Oui, est-ce que j'ai encore du temps? Non, j'ai plus de temps. Ça, c'est le calendrier. Vous aurez les slides, passe cela. Donc, et ici, vous avez les liens qui sont importants. Donc, on a le Guide for Applicant qui détaille cela. On a l'application qui se fait sur une plateforme, voilà, GoodGrants. Et puis, plus d'informations sur Jewel. On en rediscutera tout à l'heure, plus tard. De toute façon, on est à votre disposition pour discuter de vos idées avant de rentrer dans tout ce cheminement. J'arrête là parce que je suis déjà un petit peu en retard. Et je repasse la parole à Philippe sur le mapping des net zéro. Voilà, je ne sais pas si certains ont éventuellement des questions euh, pour Thibaut. Euh, Sinon, vous pouvez les communiquer aussi dans le chat et on aura encore la possibilité à la fin de prendre du temps si vous avez des questions. Non? Alors, ce que je vous propose maintenant, brièvement, c'est de vous présenter un travail qui a été fait par le pôle Mécatech sur les acteurs industriels des technologies net zéro. Donc, un peu de contexte que vous connaissez sans doute. L'objectif euh, de sortir des énergies fossiles va impliquer un passage d'une forte dépendance aux énergies fossiles vers une forte dépendance aux technologies net zéro. Euh, à droite, sur ce slide, vous voyez l'origine actuelle de certaines technologies net zéro. La partie rouge correspond à la Chine et les petits ronds bleus correspondent à la situation de la Chine en 2021. Donc on voit que l'évolution est très grande, mais les besoins européens et la volonté de l'Europe d'avoir à terme environ 40% des technologies en provenance d'Europe peut générer des opportunités pour les industriels européens et en l'occurrence ici wallons. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a essayé d'identifier justement les acteurs industriels qui étaient déjà présents et essayer de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent profiter justement de ces nouvelles opportunités. Alors, si on vous enverra le lien, mais donc via ce petit QR code, vous pouvez retrouver un accès directement à notre brochure. Alors, à la fin de cette brochure, vous allez retrouver une matrice qui reprend environ 70 acteurs industriels wallons et vous allez retrouver aussi leur positionnement sur différents segments, notamment sur la partie grid technologie. Et donc, vous allez retrouver, grâce à cette brochure, quelques fournisseurs de composants, des fabricants de systèmes, des personnes qui sont aussi des entreprises qui sont plutôt orientées sur le recyclage
et la collecte et la fin de vie finalement des équipements et également d'autres services. Mais donc on insiste bien, ce sont des acteurs plutôt industriels. Et vous allez retrouver aussi quelques projets qui ont été accompagnés par le pôle sur cette thématique de technologie net zéro, notamment le projet CODI que Jérôme Kervin nous présentera à la fin du webinaire. Voilà, donc vous retrouverez sur l'ensemble des axes des technologies net zéro, donc photovoltaïque, solaire thermique, batterie, grid technologies, un nombre moyen d'environ 20 à 40 industriels qui sont présents sur les différents axes, et c'est bien l'objectif de cette brochure. Voilà, c'était pour vous communiquer ça. Maintenant, ce que je propose, c'est de passer la parole à Vincent Dufour d'Elia, qui va justement faire le lien avec le scope 3 et les besoins en termes aussi d'innovation dans ce contexte-là. Oui. Bonjour tout le monde. Merci Philippe pour l'introduction. Donc, je m'appelle Vincent Dufour, je suis responsable pour l'ambition climat d'Elia côté belge. J'ai un collègue qui ouvre aussi le parti allemand. Si c'est OK pour vous, je continuerai les présentations en anglais, mais pas de souci alors d'avoir les discussions en français après. Ouais. Just to inform you that indeed Elia Group, besides the Belgian high voltage grids, we also cover activities in the North Sea. Currently, that's a link with the UK, but we are of course building new connections offshore for the future. And we also own for 80% a big part of the German high voltage grids, 50 Hertz, already for a couple of years. We are collaborating strong together, and so our climate ambitions, our objectives are defined at group level. Next slide. Wait. So why we speak about scope 3? So in fact, if you can, it's illustrated in the slide, our carbon footprint is really driven by our grid investments. As illustrated here, you can see scope 1 is really limited direct emissions. FS6 of our gas installation substations, of course, are relevant, but in the total, they are minor. Scope 2, grid losses, as long as we have, of course, a mix which is not 100% green, grid losses will remain in our carbon footprint, but step by step, it's decreasing. But what is the main burden in our footprint? Of course, it's scope 3, and that's related to our investments of our CapEx portfolio that we have today and in the next 10 years. So these are the numbers for Elia Group, so it also includes Germany. And as you can see, between 24 and 25, our total emissions increased from 2.7 to 4 million tons CO2 equivalents. And of course, that is due to scope 3, as you see, the share of scope 3 increased in 24 from 70 to more than 80% in 25. And based on the CapEx plan, and you can go to the next slide, that we have today and in the next upcoming years, investments are increasing in Belgium, but certainly also in Germany. And therefore, as a result, of course, our scope 3 is exploding, you can say that. This is a bit the introduction I'd like to give you. Next slides, I will go more deeply into the climate actions that we developed also at a smaller scale. So besides our scope 3, I also have a focus on scope 1 and scope 2. So what was the results we obtained there with innovation? So you can indeed go to the next slide, please. Yeah. So besides climate actions, we have in fact a sustainable program called Act Now, which was launched 5 years ago, and it consists of 5 dimensions. And the first one, and I've said not the most important one, but certainly a very relevant one, of course, is climate actions. Besides that, we have
the second dimension, environment and circular economy. We have health and safety. We have diversity, equity and inclusion, and the fifth one, business conduct and dialogue. So those 5 dimensions consist of objectives which are formulated at group level, which then of course then are translated in group and local key ambitions with actions plans, roadmaps, business plans. It's an iterative mechanism in Germany and in Belgium so that we can achieve those objectives by implementing measures in our daily business. And in fact, the ambition in general of Act Now program is to embed sustainability in our daily business, related to climate, but also impact on environment, on health and safety, and all the 5 dimensions we cover here. Can go to the next slide, please. Okay, what about climate, carbonization? So we have in our ambitions, we have of course our social role as a TSO and our corporate challenge. Our social role is the decarbonization of the energy system in Belgium and in Germany. These are data for Belgium specifically. So energy-related consumptions, emissions rate about 70 million tons per year. And of course, that's our core business, is to decarbonize those energy emissions step by step. And please, this in the middle, you can take the next slide. Push the animation. Yeah. So our first objective, of course, is to do our job, build the grid development, develop market mechanisms to integrate renewables, to facilitate electrification of the industry, of the general public, and of course sector coupling with other low carbon technologies. So this is of course and remains our main objective, which is of course in relation with our huge capex plan, as was been illustrating in the slide before. But to walk the talk, we also want to tackle our own emissions. Corporate challenge for Belgium last year, it was up to 1.7 million ton of CO2 equivalent. And in that scope, we have 3 objectives. The first one is related to grid losses, which is a bit, of course, out of our control. So we want to be carbon neutral by 2040. And of course, that's mainly driven by the production mix in Belgium and Germany, where we, of course, by integrating renewables step by step, we gonna reduce our emissions to grid losses. Second objective there is carbon neutrality for own activities by 2030. I will go the next slide in detail what is covered by these own activities. And of course, then the challenge for today and tomorrow, objective 4, carbon neutral value chain for new assets and works. There we have started some initiatives, which I will share with you afterwards. But indeed, there's still some huge challenges. How in this context of increasing investments, of building, extending the grid, we can limit the carbon impact of those investments. So in fact, that's indeed the main challenge for the coming years, is to decarbonize our investments at an affordable way, of course, because affordability is, besides decarbonization, one of the main challenges that we have today and in other companies probably also. Can switch to the next slide, please. So just an explanation about own activities. So what is covered by that? So that's for ETB last year, it was about 50 kiloton CO2 emissions. Main one is SF6 emissions, which is typical to our activities, of course. We have fuels related to mobility and heating of offices, and we have electricity consumptions, which is merely linked to our substations. So we can switch next slide, please. So, yeah. So first of all, SF6, it's our main emissions in scope 1, so direct emissions, and it will remain a burden for decades because the lifetime of our GIS substations are above 50 years. So meaning the
installations that are built now will have emissions way beyond 2050. So therefore, first of all, we would like to avoid or limit the increase of SF6 installed volume, and therefore, of course, we focus on SF6-free solutions and new assets. For example, we will have the first 420 kV GS worldwide in Verbrande Brug, but also at the lower voltage levels, of course, when alternatives are available, we try to implement SF6-free solutions. When looking to our existing fleet, to our existing fleet, we also have very significant volumes of SF6 installed, and to keep leakage rates as low as possible, we are installing on the existing fleet wireless sensors, which are very sensitive, and it enables us to predict, in fact, a bit leakages in advance, and to avoid that small leakages, of course, can become significant. So there is really innovation crucial to have SF6 under control, and we will invest in this today and also in tomorrow, because SF6 will remain in our fleet for many decades. Another topic that I want to highlight is the electric consumption in our substations. So in fact, we have about 1,300 buildings, substation buildings in Belgium. All those buildings are heated electrically, so you have just an example of a standard heating system in those buildings. You have also older ones, convectors and things, and the new standards we are switching to heat pumps. But all those heating systems are not managed centrally, so therefore we developed, it's called Smart Climate Control, and it's based also on a local small devices that is installed in the substation, and that is then controlled centrally. So in fact, first of all, we can control the heating from distance to see that if heating is keep running, means that a window is open or a door is open, so we can have control and then intervene if required. And of course, it also helps our maintenance staff to program during their working times the heating system in advance. So when arriving in the morning at 6, 7 and substation temperature are comfortable to work, and when they go leaving the substation, the heating is switched off automatically. But in this context, for example, the rollout, we'll have to install in more than 1,000 existing buildings these devices. But of course, it's certainly a challenge technology-wise. For example, in this case, we also have a problem with the communication, where also there are some cybersecurity issues that we have to tackle. So it's a step-by-step approach, and it's not because we have one solution for something that we can implement it at large scales immediately. Okay, we can go to the next slide, please. Coming down to, in fact, Scope 3, so the main topic of today, and the main challenge we have we're working on. As you can see, emissions are, compared to the own activities, are huge. We speak about more than 1 million kiloton of CO2 equivalent last year. If we make a split between purchased goods and capital goods, you can see that majority, of course, quite logical, is the capital goods, all the equipment we buy and construct. Goods and services, of course, is also quite relevant, but still minor compared to capital goods. And then FERA, this fuel and energy related upstream emissions, is also a small part, but also relevant to report for. Next slide. So for this Scope 3, we formulated an objective in the context of SBTi. So our climate ambitions objectives are currently are validated by SBTi. They are in line with below 2 degrees, but it ends by 2030. So we're now updating our SBTi engagements to 1.5 degree pathway, and therefore we also developed and integrated a Scope 3 target.
And as you probably can understand, in this growing Scope 3 context with continuous investments, absolute reduction targets makes no sense. And in that perspective, we have developed an intensity target, which is in line with the current standard of SBTi. And so we have the ambitions with baseline last 24 by 2035 have the intensity over investments reduced with 2/3 based on the installed capacity of new transformers. So in fact, the capacity of transformers that is added every year is a proxy for our grid investments, is a proxy for the decarbonization capacity, electrification of society. And so that's how we developed our target and in order to be in line with SBTi. So these SBTi targets will be submitted this year for validation. So hopefully I can come back to you later with validated targets. So it's still, of course, in the discussion. Targets and objectives are nice, but you can't set and follow targets without data. So accounting Scope 3 data is also a big challenge. And the number we presented here last year for last year emissions for capital goods for 40% linked to physical data, partially supplied by, achieved by, received from suppliers. Again, next part of the slides. Yeah, so how is this data collected? So we, of course, like most companies, we started with a spend-based accounting reporting, and step by step, we're gonna try to move away from spend to physical data, physical values, and therefore we developed in our procurement department in SAP environment an upstream digital platform where we can account CO2 data linked to purchase orders, but also other data, of course, where we try to collect data from suppliers in a platform that is then able to report Scope 3, but also, for example, material inflows, which of course is also mandatory in the CSRD context. And so this platform has been developed over the past couple of years, has been launched 1 year ago, but of course it's in continuous improvement. So step by step, we make this platform more performant and also launch it with other stakeholders, so other TSOs. We have a German TSO that is now also will apply it, and in the long-term objective, in fact, is that our main suppliers only have to submit, for example, their data on CO2 of their equipment once, and then it can be shared to us, to our colleagues and other TSOs in Europe. That's a bit the ambitions to facilitate Scope 3 accounting. Yeah. So here is a bit the result of what innovation means to us to achieve our climate ambitions or climate objectives, but there's still a long way to go in relation to Scope 3. And so we have the ambitions to improve the carbon performance of our working, of our grid, of our investments. Of course, it should be affordable. That's a additional challenge. And we have some initiatives ongoing. We have our suppliers have to be have to have an EcoVadis rating. And in this context, we like to indeed stimulate them to be more sustainable and to have focus on decarbonization of their products. We also apply an ISO carbon price, Intel carbon price of 200 euros per ton in the tenders for electrical equipment and large project tenders. Therefore, we also try to indeed to influence a bit the carbon performance of our suppliers. But of course, that's a first step. As long other actions need to be taken in order really to have impact on the Scope 3 of our investments. And you can click last time. Yeah. So, for example, just some illustration of an exercise we did for standard cable line and substation works, and this is just an example for cable works, which is most straightforward.
So we counted there project-specific emissions for the works. So for cables, it means opening the street, making a trench, taking away the soil, replace it with dolomite, put the cable in it, close it again, and so this kind of works and emissions. So there we accounted, for example, for 100 standard cable in area context, 150 kV aluminum cable. And their result was that 40% of total emissions are linked to the works. It was about 170 ton per kilometer. The cable itself represents a bit more than 200 tons per kilometer. And of course, of those works, a big part is related to materials, the use of materials. The main material is high density polyethylene. So in fact, in urban area, in most cases we use tubes, so to avoid that trenches are open for a longer time. We open the road, put a tube in it, and then afterwards the cable, we close it again, and then the cable is coming afterwards. But you can see the impact of those tubes is quite significant in CO2. And of course, all the type of road covers makes that the impact can quite significant if or cables which are by default not going cross country, the emissions can be quite relevant. So this is a bit data that we have collected, and based on this data, step by step, we like to improve carbon performance with our experts. We're looking to alternative way of working, alternative materials. We also have on substation works, for example, low carbon concrete and aspects like that. Or step by step tackled, but the challenge, of course, is because we have huge investments, restrictions in time and in budget. That is, of course, it's difficult to integrate some R&D in that. So we try to indeed continue some R&D to launch some pilots in this context, but it's always difficult to find a balance, of course, to make sure that our projects are realized on time and on budget, and then of course then in parallel focus on CO2 performance of those investments. Okay, I think it was a brief overview of our climate ambitions and what are the upcoming challenges that we have to have those ambitions realized. So yeah, we're happy to discuss more in detail if you have any questions on this. Thank you, Vincent, for your presentation. It's quite inspiring, and I don't know if you have any question in the assembly. Okay, so I propose to go further with the presentation of Sébastien. Thank you. Yes, hi. Moi, c'est en français, néerlandais? Oui, c'est très bien. Ok. Merci. Tu présentes les slides, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Voilà. Bonjour tout le monde. Merci Vincent pour la présentation sur Hacknow. Donc moi j'ai été contacté aujourd'hui par Philippe pour vous parler un peu du pôle innovation d'Elia. Je travaille chez Elia depuis un petit temps maintenant, depuis un peu plus de 6 ans, et j'ai rejoint l'équipe innovation il y a un peu plus d'1 an, en janvier de l'année passée. Donc ce pôle innovation a été créé il y a 8 ans, et donc nous avons mis en place des structures d'équipe, des process pour les projets, et aussi on s'est fait une place au sein d'un groupe qui est Elia Group, qui est un TSO. Et donc aujourd'hui, je suis venu un peu vous parler de tout cela brièvement. Je pense que je dois avoir 10 minutes. Donc voilà, on fera mais ravi d'en discuter si jamais je ne vais pas assez loin dans les explications aujourd'hui. Je vais bien passer au slide suivant. Alors, ici, c'est juste pour un peu recadrer la place d'une équipe innovation dans un TSO. Donc,
Elia Group, pour ceux qui ne sont pas familiers, donc c'est un groupe qui réunit deux TSO. Donc il y a Elia, donc ETB, Elia Transmission Belgique, et il y a Elia 50 Hertz. Et aussi EGI, qui est la partie non régulée d'Elia Group. Mais voilà, donc je travaille avec les trois entités. Donc je mène des projets d'innovation tant en Belgique qu'en Allemagne, qu'on donne des conseils aussi sur le plan international. Donc, non, non, j'ai pas terminé le slide précédent. Donc ici, on travaille selon certaines tendances qui sont donc les tendances connues par la plupart des TSO. Donc, c'est de un, l'augmentation des énergies renouvelables, de 2, l'électrification de la charge, et de 3, la digitalisation. Et donc le mandat d'un TSO, en fait, est d'assurer l'approvisionnement. Donc, on dit souvent keep the lights on. Et il y a peu de place à l'erreur. Donc, quelle est la place d'une équipe innovation dans cet écosystème-là? C'est principalement en fait d'être ce qu'on appelle un accélérateur sécurisé. Donc, ça veut dire que s'il y a des projets qui sont trop risqués pour le day-to-day, ou si l'opérateur du centre de contrôle national a une idée qu'il veut implémenter, mais de par définition, sa fonction, il n'a pas beaucoup le temps de le faire, ben nous, en fait, on a cet espace qui permet d'avoir des projets risqués et potentiellement à valeur ajoutée assez élevée pour le business. Et donc, ce sont des idées qui viennent soit de nous, soit de l'extérieur, soit de la société, donc d'Elia même, du groupe, et que nous incubons donc dans l'équipe innovation. Je vais bien passer au slide suivant. Donc voici un peu les domaines que nous couvrons. On fait énormément de choses au sein de l'équipe innovation. Donc nous avons 6 domaines différents. Chaque domaine est géré par un SPOC. Donc un SPOC, c'est une personne de référence qui a la vue long terme, qui a la main sur le budget, et qui gère un portfolio de projets liés à un certain domaine technique. Donc le premier est tout ce qui a trait à grid engineering. Donc ça, je vais à chaque fois donner un ou deux exemples de projets comme ça parle un peu plus. Donc grid engineering, par exemple, c'est tout ce qui est faciliter les process des projets en infrastructure. Donc Vincent en a déjà parlé un petit peu aujourd'hui, mais aussi tout ce qui est, par exemple, l'intégration de nouvelles manières de faire des pylônes. Donc il y avait un 3D printing pour des pylônes, mais aussi pour des fondations en béton, ou bien un device qui permettait de déplier les pylônes, par exemple, qui ont été heurtés par un tracteur ou autre, ce qui arrive quand même très souvent. Deuxièmement, c'est tout ce qui est Power System Integration. Donc ça, c'est mon domaine à moi. C'est plus en lien avec tout ce qui est le centre de contrôle national. C'est donc la gestion du réseau, l'intégration de renouvelables sur le réseau, tout en gardant toutes les questions dynamiques en tête. Troisièmement, c'est Grid Operations. Ça, c'est plus ce qui est Asset Management. C'est plus ce qui est la collecte de données en temps réel pour optimiser la durée de vie des assets, par exemple, sur le réseau. Tout ce qui est offshore, donc ça, c'est le développement des plateformes offshore, mais aussi le monitoring de câbles sous-marins, par exemple. Cinquièmement, donc nous avons tout ce qui est sécurité et résilience. Donc ça, c'est un nouveau domaine qu'on a créé au début de cette année, qui permet en fait d'augmenter la sécurité des infrastructures critiques des TSO. Et enfin, on a tout ce qui est digital, donc il y a un buzzword, hein, pour l'instant c'est l'AI, mais comment est-ce qu'on peut intégrer l'AI de manière efficace et sécurisée dans l'environnement d'Elia? Il y a une partie de projet qui est liée donc à ce domaine-là. Je vais bien passer au slide suivant. Alors ici, ça c'est un peu la manière dont on travaille, c'est un peu nos échanges avec le monde extérieur. Donc ici, vous voyez que le but, donc c'est le nuage qu'on retrouvait un peu sur le slide précédent. Le but, en fait, est toujours d'avoir un impact. Donc on ne veut pas de l'innovation pour faire de l'innovation. On va pas, par exemple, on a récemment regardé une technique qui consistait à retirer la rouille sur des pylônes avec un laser. On l'a mis en suspens pour l'instant. Je ne connais plus tous les tenants aboutissants, mais voilà, on a remarqué que l'impact n'était pas énorme pour le business. Peut-être que ça arrive trop tôt, peut-être qu'on doit un peu plus creuser. Voilà. Donc ça, c'est notre idée générale, c'est toujours de se dire, OK, on doit avoir un impact sur notre environnement. Il y a plusieurs manières de le faire. Donc, premièrement, c'est via l'exploration. Donc, on a des idées au sein de l'équipe et on se dit, tiens, ça pourrait potentiellement avoir un impact positif sur la manière dont on fait les choses actuellement, que ce soit point de vue process, que ce soit point de vue purement technologique. Et donc là, c'est plutôt on va pousser l'idée sur un des
dans une équipe, et on va toujours essayer d'avoir un business sponsor, quelqu'un qui dit OK, c'est une bonne idée, ben, on va essayer de creuser ça ensemble. Donc ça, c'est la première approche. Deuxième approche, c'est plutôt tout ce qui est décentralisation. Donc toutes les idées d'un groupe qui contient plusieurs milliers de personnes ne vient pas d'une équipe d'une dizaine de personnes, loin de là. Donc on essaye de se rendre visible et accessible, donc notamment par InnoHub, qui est un outil interne sur lequel on peut venir soumettre ses idées, mais qui est aussi une vitrine de ce qu'on fait, où on upload tous nos projets. Donc, on essaie vraiment d'être le plus possible connecté et terre à terre avec les différentes unités du business d'Elia. Et enfin, ça c'est un peu dans le cadre d'aujourd'hui, on a pas mal de networking avec les entités extérieures, que ce soit d'autres TSO qui connaissent les mêmes problématiques que nous, mais qui ont différentes manières de gérer les choses, qui ont peut-être d'autres priorités, etc. Mais aussi, on est en contact avec des startups régulièrement qui nous contactent, voir si leurs produits seraient intéressants pour nous. Et aussi avec l'industrie, évidemment. On n'est pas les seuls à tacler des challenges, on n'est pas les seuls à intégrer l'intelligence artificielle dans nos opérations. Donc voilà. Donc on doit pas mal communiquer avec le monde extérieur. Philippe, fais-moi signe si je suis trop long, hein. N'hésite pas. Je peux accélérer. Donc ici, ça c'est un peu le process des projets en interne qu'on a ici en innovation, qu'on a mis sur pied. Premièrement, donc, on a tout ce qui est inspiration, donc il y a énormément d'idées qui nous arrivent. Parfois, elles ne sont pas en ligne avec nos activités. Parfois, ben, c'est une startup qui a un produit qu'on ne peut pas utiliser. Parfois, justement, c'est une bonne idée. Alors, on passe au stade suivant, qui est plutôt la réflexion. Dans cette réflexion-là, ben, on est en train un peu de dégrossir, on évalue le scope, on regarde si ça a vraiment de l'intérêt. On évalue le prix aussi, évidemment, et les ressources nécessaires. Et troisièmement, donc une fois qu'on passe la deuxième gate, hein, donc le G2, c'est la deuxième gate, on passe dans tout ce qui est exploration. Donc on met en place un POC, donc un MVP, en collaboration avec le business, où on se dit, OK, ben maintenant on développe le truc, on signe un contrat avec un partenaire, ou on fait ça en interne, et on développe vraiment le produit jusqu'à avoir un premier résultat. Et si c'est parlant, si c'est utile, et ben ensuite on le remet donc, au business qui, eux, vont l'implémenter plus loin dans leurs propres outils, dans les équipes, etc. etc. Voilà, et chaque gate, donc 1, 2, 3, effectivement, ça doit être validé au sein de l'équipe innovation. On se réunit, donc on a certains experts qui viennent aussi, et on valide, enfin, c'est Head of Innovation qui valide si oui ou non on y alloue des ressources, du budget, etc. etc. Bien passer au slide suivant. Donc ici, ça c'était pour donner petite idée de certains projets qu'on fait. Donc par exemple, j'ai déjà parlé ici le troisième, j'ai déjà parlé du pylon and bending. Donc ça c'est un truc qu'on a testé récemment. On voit aussi qu'on a par exemple celui à côté, très intéressant. Ça c'est mon collègue digital qui a fait ça, donc Predico. C'est une plateforme de bidding où on permet aux différents forecasters pour le vent, en fait, de soumettre leur forecast. Certaines personnes, comme Elia, des TSO, d'autres industries, mettent une certaine somme sur cette plateforme-là pour avoir accès au forecast. Et en fait, les 3 meilleurs, ou les 4 meilleurs, 5 meilleurs de la journée ou de la semaine reçoivent une partie du montant, en fait. Et donc voilà, donc ça a permis, le dernier chiffre que j'ai en tête, d'augmenter la précision des forecasts de 7%, ce qui n'est pas rien, mais surtout d'ouvrir, en fait, la possibilité et le marché à d'autres acteurs plus petits, d'autres universités, voilà, juste d'autres entités industrielles qui font des forecasts. Donc voilà, c'est pour donner un snapshot. On a aussi fait un truc un peu plus style innovation avec des étincelles, etc. Donc c'est le robot d'inspection dans les centres HVDC. Donc on a des grands halls HVDC avec des convertisseurs en Belgique. Ben, on n'y a pas accès tout le temps, hors des périodes de maintenance. Du coup, on a un robot automatique en fait qui fait des inspections, qui fait des détections de fuite thermique, et autres. Donc voilà. Donc ça, c'est juste un petit snapshot. Et je veux bien passer ici enfin au Tech Radar. Donc le Tech Radar est un peu la vitrine de ce qu'on fait, plus pour le monde industriel, hein. Donc ici, le but du Tech Radar est vraiment de montrer un peu les grands axes technologiques, mais aussi ce qu'on a en fait en vue. Donc on voit ici, en partant de l'extérieur, en fait, c'est l'horizon la plus lointaine. Et plus on se rapproche du centre, plus ça veut dire qu'on est en train d'industrialiser cela. On voit qu'il y a différents grands axes. Ici, j'ai mis le lien dans la présentation. N'hésitez pas à aller voir. Donc, on est accessible. Donc, vous pouvez aller voir sur le site d'Elia. Vous avez accès à Stack Radar et vous pouvez voir un peu toutes les technologies qu'on
qu'on est en train d'investiguer. Ici, on a déjà fait l'exercice en 2026, où je pense qu'on a 40 techs, plus ou moins. On en a ajouté des nouvelles, on a retiré des obsolètes. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça reste très intéressant. Et je vais bien passer au slide suivant. Ici, donc, voilà, je pense que je commence à devenir un peu long, donc je vais peut-être accélérer. Ici, en fait, ben, c'est vraiment, donc, le Tech Radar est vraiment, donc, non seulement une vitrine pour nous, pour avoir davantage d'idées en connectant avec des gens du monde extérieur, mais aussi une vitrine pour vous, pour vous montrer un peu quels sont les grands axes de développement, les grands axes qu'on investigue. Si vous proposez un produit, si vous proposez un projet, si vous arrivez à le relocaliser sur le Tech Radar, bon, on saura facilement l'attribuer à quelqu'un de l'équipe, voir si c'est intéressant ou non. Donc voilà, ça aide vraiment à fluidifier les discussions avec le monde extérieur. Et apparemment, bah, c'est une très bonne vitrine. On a eu beaucoup de retours par rapport à ça. Il y a énormément de visites, plus de 2000 par an. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter le site. Et le dernier slide. Ça, c'est pour montrer certains événements qu'on organise. Il y aura encore cette année, je vais voir si j'ai la liste des invités ici au séminaire. Donc, on a l'Innovation Week, où vous pouvez venir voir. Donc, il y a une foire un jour qu'on organise à Bruxelles et où vous venez voir un peu les différents projets qu'on est en train de mener et où ils en sont. Mais aussi, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est tout ce qui est l'Open Innovation Challenge. Donc, chaque année, il y a un thème. Une entreprise peut venir, enfin, chacun peut proposer. Par exemple, l'année passée, c'était des ressources humaines. Et donc, c'était proposer un projet autour des ressources humaines pour vraiment améliorer notre manière de faire les choses. Puis, un chèque à la fin qui est remis et un contrat avec Elia pendant un an pour implémenter la solution. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'ai été peut-être un peu trop long, j'espère que j'ai pas fait tout dérailler. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez ou me contacter par la suite. Merci. Sébastien, effectivement, c'est toujours inspirant de parcourir votre roue, de votre tech radar, et j'espère que ça peut aider effectivement les PME, les startups euh, qui recherchent justement des différents challenges et voir où elles peuvent se positionner. C'est assez utile. Donc, merci. Je propose de passer directement à la présentation d'Arnaud Rouffignon, à la présentation d'Ores, parce qu'effectivement, voilà, il est déjà dit. Donc, Arnaud, si c'est OK pour toi. Oui, ok, parfait. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Arnaud Ruffignon, coordinateur innovation pour ORES. Donc, c'est intéressant parce que du coup, j'ai reconnu quelques méthodologies, on va dire, qu'on mène aussi de notre côté dans ce qui était présenté ici par Elia, notamment la partie industrialisation des idées. Donc, on a sensiblement les mêmes méthodos, on va dire, là-dessus. Donc, peut-être petite précision. Donc, en tant que coordinateur innovation, on fonctionne sur en fait deux volets. Donc en tant que de DSO, en tant que gestionnaire de réseau de distribution, on ne mène pas nous-mêmes réellement de la R&D, de la recherche et développement. On coordonne de l'innovation avec d'autres acteurs. Et donc dans ce cadre-là, nos activités sont sur deux aspects. Le premier, c'est étudier et préparer l'intégration possible d'activités qui sont hors de notre scope de RES pour le moment, donc d'activités qui ne sont pas dans le périmètre que nous octroie le régulateur, mais qui pourraient l'intégrer éventuellement dans le futur. Typiquement, on étudie comment les réseaux de chaleur et les réseaux hydrogène pourraient à un moment donné être distribués, être opérés par ORES. Ça, c'est un premier volet. Le second volet, c'est sur le scope existant. On voit des nouveautés qui arrivent, la flexibilité en est une, et il en existe bien d'autres. Et donc sur ces projets-là, enfin sur cette thématique-là, on vient en tant que, effectivement, comme le disait un peu Elia, testeur sécurisé, on va dire. On a un genre de sandbox dans lequel on va mener nous-mêmes le POC, qui pourra, s'il est une réussite plus tard, mener à une industrialisation du projet. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous, on intervient pour s'associer avec des centres de recherche, des universités ou des petits industriels pour intégrer une solution dont on a l'idée tous ensemble au fur et à mesure, et ça à travers soit quelque chose qu'on mène nous-mêmes en interne et donc qu'on finance nous au RES à certaines occasions, ou parfois à différents niveaux, que ce soit wallon, belge ou européen, via des appels à projets. On
beaucoup fait cette année enfin, ça fait 4 ans que que la cellule ici est lancée et que je suis chez Ores, et donc maintenant on commence à bien rouler notre boss là-dessus, donc on s'associe assez souvent sur ce genre d'appel. Donc mes slides, on m'a demandé de présenter un peu les défis d'Ores, donc j'ai pas mal de slides, elle est un peu générique au début, donc on peut laisser passer assez rapidement pour arriver ensuite à la partie, je dirais, qui nous intéresse plus, qui est les projets qu'on mène réellement. Donc, simplement un rappel ici de la configuration du réseau électrique en Belgique et de là où Ores intervient, à savoir la distribution. Donc, on a surtout un principe qu'on aime bien rappeler à chaque fois en début de présentation, qui est issu de notre CEO, Ferdinand Greffner, qui rappelle que le modèle du tout partout, tout le temps, tout de suite n'est plus aujourd'hui soutenable via la transition énergétique. Et donc, il faut qu'on adapte nos comportements, nos habitudes vis-à-vis de ce postulat-là. Et ce postulat, il est dû donc à quatre, je dirais, drivers de cette révolution énergétique: l'installation de nouvelles productions décentralisées, la mobilité électrique qui arrive très fort pour le moment, la décarbonation du chauffage et l'électrification, pardon, de l'industrie. Voilà. Ici, dans la suite, bon, on voit que toutes ces révolutions-là, elles sont distribuées sur différents niveaux de tension, que ce soit en BT ou en HTA, donc la haute tension du distributeur, sur nos réseaux. Et donc, dans les prochains slides, on va pouvoir voir que, en fait, donc ça peut avoir différents impacts, qu'on ait soit des congestions, ou alors des sous-tensions ou des surtensions en fonction des charges enfin, en tout cas, des sources de puissance, ou justement ou la charge qui viennent impacter le réseau, quoi. Vous pouvez passer ici les prochaines slides gentiment. Comme ça, on va arriver sur. Ouais, je peux encore passer un petit peu. Parfait. Je ferai juste un petit focus sur la slide précédente, si tu veux bien. Merci. Donc voilà. Donc ce qu'on constate actuellement, c'est sur les 4 niveaux de tension que vous voyez repris au-dessus. Donc l'interface entre le TSO et le DSO, qui est le transformateur abaisseur. Ensuite, le réseau moyenne tension, puis le poste de distribution, et enfin la basse tension. On a différents niveaux de difficulté sur chacun d'entre eux. Les 2 niveaux les plus impactés sont le niveau 4 et le niveau 1, à savoir la problématique de l'accès à la puissance au niveau du poste. Donc là-dessus, on mène plein de différents, enfin, je dirais, on a plusieurs plans pour réussir à décongestionner et rendre l'accès à la puissance plus facile que ce n'est pour le moment. Et enfin, c'est la problématique sur le niveau 1, sur la basse tension. Donc on a la problématique assez connue des surtensions liées à l'installation des panneaux photovoltaïques en Belgique, résidentiels, là où la Belgique est un des champions d'Europe en panneaux résidentiels, sur sa basse tension. Donc là-dessus, on commence à arriver tout doucement à une solution, enfin, à solutionner le problème au fur et à mesure de l'amélioration du réseau et des axes qu'on va vous présenter par la suite. Et on a du coup l'impact des véhicules électriques qui commencent à arriver, et des pompes à chaleur, et de l'électrification du chauffage, où on voit effectivement maintenant des sous-tensions qui peuvent intervenir sur le réseau basse tension, des suites, des appels de charge qui peuvent avoir lieu au même moment, souvent le soir vers 18 h, quand les gens rentrent et branchent leur véhicule. Effectivement, dans la suite des slides, on vous expose les causes de ces christicités-là. Donc, on a effectivement une explosion des bornes de recharge ultra rapides, de plus de 260% en un an. Sur la slide suivante, je pense qu'on va parler de l'éolien, effectivement, qui explose également. Et enfin, sur la slide d'après, c'est les batteries qui sont également un énorme vecteur de demande de puissance, sur lesquels on fait plus de 228% en un an. Donc, ce qui nous amène à ce constat-là, c'est par rapport aux limites du réseau de transport, ben, on commence avec les réservations et avec les nouvelles demandes à une situation de congestion, ce qui nous amène à, en fait, réfléchir à de nouvelles idées, de nouvelles configurations du marché de l'électricité, pour faire en sorte de pouvoir accueillir l'ensemble de ces demandes, et rendre la Wallonie tout autant dynamique, pardon.
Donc oui, effectivement, on a classé les postes selon leur criticité. Tu peux passer au slide suivant. Merci. Ça, c'est pour la basse tension. Donc, sur notre site ores.be, vous pouvez retrouver une carte des décrochages avec les travaux qui sont aussi liés à ces décrochages-là et en tout cas la stratégie de renforcement du réseau qui va être mise en place. Et donc, vous pouvez voir qu'on a donc effectivement une belle évolution positive des panneaux solaires en BT et des plaintes également. Et donc, du coup, on travaille là-dessus et on essaie d'être le plus, je dirais, transparent possible avec la mise à jour de cette carte assez souvent. Ouais. Donc ça, c'est ce que je mentionnais tantôt aussi. C'est donc effectivement sur la basse tension, donc on a le problème des sous-tensions. Et là, on a, par rapport à, je dirais, au problème des surtensions qui peuvent être avant tout je dirais un problème économique, le problème des sous-tensions, il peut être plus grave puisqu'on touche au bien-être du client. Dans les différents tests en laboratoire qu'on a pu mener, ben, ce qu'on constate, c'est que les bornes de recharge ont tendance, même en cas de sous-tension, à pouvoir rester couplées au réseau et donc d'éviter de la puissance dans la batterie, là où d'autres appareils, la pompe à chaleur typiquement, se met en sécurité, ce qui pourrait causer des cas de figure où on n'aurait plus de chauffage, mais pourtant sa voiture continue à charger. Donc c'est des choses qu'on veut absolument éviter. Et donc pour ça, on a mis différentes solutions en place. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc c'est ça ici que je voulais m'arrêter 2 secondes. Donc on a 3 axes sur lesquels on essaie de travailler. Le premier, c'est le principal, c'est l'investissement réseau. Donc on aime bien faire le parallèle du réseau électrique avec le réseau autoroutier et le réseau routier tout court. Euh, donc effectivement, ben, on peut élargir les routes, les autoroutes, mais on peut pas le faire partout parce que sinon on investit parfois de trop pour rien et donc ça a un coût pour la collectivité. Donc le but, c'est d'investir, mais d'investir de manière stratégique et aux endroits les plus pertinents. Le second axe, c'est l'utilisation optimale de nos assets et de nos réseaux existants. Donc là-dessus, on a des appareils, des outils qui nous permettent d'optimiser l'utilisation de ces réseaux-là. Je vais vous en présenter un peu après. Et le troisième axe, c'est la flexibilité, donc, que vous connaissez maintenant, dont on parle tellement, sur lequel on a bien avancé. Et je vous montrerai, je dirais, quelques thématiques sur lesquelles, que vous connaissez peut-être aussi, sur lesquelles on a avancé et qui permettront, on l'espère, de résoudre les problèmes d'accès à la puissance, etc. Parfait. Donc l'investissement, effectivement, ça c'est les 2 prochaines slides. Je vais accélérer un petit peu là-dessus, donc tu peux passer au slide suivant. Donc simplement, on essaie de renforcer les réseaux, d'investir aux endroits les plus pertinents. Tu peux passer à la slide suivante. Je vais m'arrêter 2 secondes sur celle-ci. Donc ici, on est justement donc, sur le deuxième axe, l'axe qui est l'utilisation optimale de nos réseaux. Donc là-dessus, on a mené un projet ici récemment qui, je trouve, collait bien avec l'appel Jewel ici en question. En ce sens où donc, cette initiative-là, on l'a menée en collaboration avec une société qui s'appelle Omegawatt, une petite boîte française du nord de la France qui en fait développe ce qu'ils appellent un équilibre actif. Donc c'est un appareil qui se place en réseau qui permet en fait de faire la balance des phases. Donc en fait c'est un problème qu'on a souvent sur nos réseaux, c'est que les gens raccordent leurs différentes charges ou sources de puissance, enfin, sources d'énergie, sur des phases différentes, ce qui crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre justement, va créer des problèmes de congestion ou en tout cas parfois des décrochages d'onduleurs parce qu'en fait une des phases est trop haute par rapport aux autres et en tout cas au-delà de la norme de tension de 253 volts. Donc c'est cet appareil, l'équilibreur actif de phase qu'ils ont appelé Eqi8, donc qui est compatible pour nos spécificités belges, donc réseau 3 fils, 4 fils, enfin ou 4 fils, donc soit triphasé avec neutre ou triphasé avec sans le neutre. Il nous a permis d'équilibrer ces phases et ça de manière dynamique. Donc ça, c'est hyper important parce que même au fur et à mesure de la journée, l'équilibre, enfin le déséquilibre peut changer en fonction d'une charge les panneaux solaires, je veux dire en monophasé, vont donner sur une charge, puis une fois elle ne sera plus là, on va avoir un déplacement donc, de ce déséquilibre-là. L'intérêt donc de cet outil-là qu'on a essayé de développer avec eux, qu'on a proposé à travers un projet pilote qu'on a pu construire avec eux
et améliorer avec eux, c'est qu'il du coup il a cette capacité d'être dynamique dans l'équilibrage des phases qu'il va avoir. Et donc on n'est pas uniquement sur une simple reconfiguration des câbles, je vais dire, qui est bien pour effectivement retrouver un nouveau point d'équilibre un peu mieux, mais qui ne permet pas de travailler dans le temps de manière sereine si on a de nouvelles charges ou de nouvelles productions qui viennent s'installer sur le réseau en question, quoi. Et donc là-dessus, ben, on a écrit avec eux un petit papier scientifique qu'on a soumis à la conférence CIRED, je crois, de l'année passée, sur lequel on a pu intervenir donc là-bas et présenter, qui a assez bien marché. Et donc, comme ça, l'entreprise a pu bah, voilà, avoir un peu de visibilité et continuer à exposer sur le stand le travail qu'on avait fait avec eux, quoi. On peut passer à la suite. Parfait. Donc là, je vais passer au troisième axe, l'axe flexibilité. Donc, je vais aller assez vite sur la partie de gauche que vous connaissez déjà. On a intégré les nouveaux tarifs. Donc, il y a maintenant le tarif impact qui existe avec 5 plages tarifaires, 3 tensions tarifaires, donc 3 tarifs qui est arrivé, les raccordements flexibles avec le nouveau décret, et enfin, là, la petite nouveauté, la flexibilité commerciale que l'on met en place ici cette année. Donc, le nouveau tarif, tu peux passer à la slide suivante. Il y a eu beaucoup de communication, je ne vais pas trop revenir dessus, je pense que vous connaissez assez bien. Sur la slide d'après, on va parler. Ah, mais ça, c'est encore c'est le time of use, tu peux passer à la slide d'après. Parfait, voilà. Donc ça, c'est le nouveau décret de flexibilité, c'est justement cette idée dont on est à l'origine de changer de philosophie. Donc quand on pense raccordement, on pense à une puissance fixe en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait tout doucement faire évoluer. On doit de plus en plus penser en termes de raccordement comme un profil et non plus comme une puissance fixe. Et donc c'est pour ça on a développé, enfin on a collaboré avec notre régulateur et le gouvernement wallon pour mettre en place donc ce nouveau décret de flexibilité qui vise à avoir des raccordements flexibles qui vont pouvoir être mis en place cette année. Donc si tu passes à la slide suivante, on va pouvoir avoir un exemple, je pense, de ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc ce qu'on propose pour le moment pour les nouveaux raccordements, c'est un raccordement flexible qui est oro-saisonnier. Donc oro-saisonnier, c'est-à-dire qu'il dépend de 3 saisons, l'hiver, l'été et l'intersaison. Et il dépend du jour de la semaine. Est-ce qu'on est en week-end ou en semaine? Et alors, sur base de ça, heure par heure, on va pouvoir donner une enveloppe de puissance, un seuil maximum dans lequel le client ne pourra pas s'engager sans prendre des risques d'avoir du curtailment, donc de la coupure de puissance, ou en tout cas de la limitation de puissance. Et donc là-dessus, on va pouvoir proposer aux clients dans les prochains mois les premiers contrats qui ressembleront à ça, et ça va pouvoir permettre de délier un petit peu le nombre de projets et de dossiers en attente pour le moment qui sont chez nous et chez Elia. On peut passer à la suite. Donc voilà, typiquement, un contrat, à quoi il peut ressembler. Donc vous avez différentes couleurs. Je ne vais pas rentrer trop en détail là-dessus, parce que c'est pas allez, le domaine que je connais le mieux, mais pour vous dire globalement ce que vous voyez ici sur ce graphique, c'est en bleu la puissance qu'on peut vous fournir de manière ferme. En cyan, je pense que c'est sur votre écran, la capacité flexible, c'est-à-dire qu'on est sur un 95% que vous pouvez l'avoir, mais dans 5% des cas, il y a un risque qu'on vous flexibilise parce que on est sur un jour qui est trop peu venteux ou trop peu en production, où il y a trop peu de production solaire, et donc on n'est pas sûr de pouvoir vous fournir à 100% cette puissance-là. Et puis ensuite, vous avez en jaune ou orange, je ne vois pas très bien sur mon écran, la partie qui est flexibilisable par Elia en J-1. Et alors, ce que vous avez, c'est le profil complet qui est ici représenté par les tirets rouges, normalement, qui vient sur chacune des saisons et en fonction des heures. Et tu peux passer à la slide. Ouais, voilà. Donc ça, c'est pour les batteries, mais je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Tu peux passer à la slide suivante. Donc voilà, ça c'est le troisième petite thématique que je voulais aborder avec vous aujourd'hui sur la flexibilité. C'est le lancement dans les prochains jours de notre plateforme de flexibilité commerciale. Donc Fluvius on a lancé une, je pense, l'année passée avec Node.js. Ici, nous, on part avec Piclo, qui est donc une plateforme sur laquelle on va pouvoir
déposer sur l'empreinte d'un poste, donc d'un transformateur haute tension Elia, enfin haute tension Ores, des offres de flexibilité, typiquement dire pendant l'hiver de 18 à 22 heures, j'aimerais bien que quelqu'un, enfin je demande à quelqu'un qui s'engage enfin je propose en tout cas une offre dans laquelle je demande au marché 2 mégawatts de puissance allez, pour vous donner un exemple, de 18 à 22 heures pendant tout l'hiver. Et via un système d'enchères, on va pouvoir avoir un appel au marché qui va être réalisé. Et ensuite, via une réservation et une activation, on va pouvoir s'assurer que le réseau soit bien équilibré, soit bien, je veux dire, euh, capable de fournir la puissance pour laquelle on s'est engagé et la puissance aux différents points de fourniture que l'on gère, quoi. Voilà. Slide suivant. Donc oui, voilà. Ça, c'est justement un petit peu les timelines, voir dans quel délai est-ce qu'on va pouvoir commencer à faire cette plateforme de flexibilité. Donc vous voyez ici qu'elle commence cette année et sa version, donc elle est en forme pilote ici pour 2 ans jusqu'en 2028. On va pouvoir y déposer plusieurs types d'offres, tester un petit peu ce qui est possible de faire. On a par exemple l'idée de proposer des produits d'énergie réactive aussi. C'est un projet qu'on a déjà mené de manière bilatérale. Où on résout des problèmes d'énergie réactive via ce genre de marché de ce type-là. Ici, on va pouvoir le proposer via la plateforme à d'autres postes, d'autres zones qui sont touchées par ces problèmes de congestion d'énergie réactive. Et donc, le but, c'est d'essayer, via ce nouveau système, cet appel au marché, de résoudre des problèmes de congestion et d'équilibre de réseau. Voilà, donc ça je pense que ça termine un petit peu la présentation pour vous montrer, je dirais, les manières dont on envisage le futur des réseaux et comment est-ce qu'on travaille pour la coordination de l'innovation, en tout cas chez Ores, toujours en collaboration, je pense que c'est important de le dire, et il a mentionné aussi tantôt, avec d'autres acteurs. Les idées ne viennent pas, enfin, peuvent parfois venir de nous, mais on se rend bien compte que c'est plus souvent le cas de l'extérieur. Et donc, c'est en testant, en ayant ce sandboxy qu'on peut justement, au fur et à mesure, avancer, je pense, dans la transition énergétique et trouver des solutions. Et, merci Arnaud pour Je vous en cette prie. présentation. J'espère que ça donnera des idées évidemment aux acteurs industriels. Je vois qu'il y a des questions. Euh, oui, donc on va bien envoyer la présentation. Oui, donc ça c'est bien noté. Oui, c'est vrai que je suis passé assez rapidement dessus parce que je m'étais dit voilà, que je voulais présenter la globalité, mais j'ai voulu focus sur des choses qui, selon moi, avaient plus d'intérêt ici pour le webinaire. Il y avait une question aussi par rapport à un projet, par rapport au projet Mégawatt. Quel était le budget euh, quelque part, d'un POC de ce type-là? Je peux pas tout à fait dire publiquement comme ça les budgets qui sont alloués aux différents Oui, projets, mais, je comprends bien. Oui, mais je je veux comprends dire bien. ici c'est un petit équipement qu'on a placé sur réseau. Je veux dire c'est pas c'est pour un industriel, enfin pour une entreprise comme Ores, c'est pas très engageant financièrement de faire ce genre de projet. Euh, Là où on met le plus d'argent entre guillemets, c'est dans le temps qu'on En y passe à déploiement. essayer de comprendre avec eux la manière dont on peut Oui. améliorer la chose. Donc là-dessus, voilà, on donne pas forcément une enveloppe, mais on collabore en bon père de famille ensemble et on essaie de chacun trouver de son côté allez, des plus dans cette collaboration, quoi. Merci, Arnaud. Donc, je propose de passer la parole à Jérôme Kervin de Memoco. Euh, il nous reste juste 10 minutes. Jérôme, Oui, oui, bonjour à tu nous tous. entends? Oui, bonjour. Donc, en 10 petites minutes, on va y arriver. Donc, Memoco est une PME basée à Louvain-la-Neuve. On est 24 personnes aujourd'hui et on recrute. Et on a trois
trois focus. Le premier, c'est le metering, et donc c'est le comptage dans une optique de facturation. Et donc, c'est assez, voilà, assez spécifique. Et donc, on a un contrat cadre avec Elia depuis le début des années 2000. On est au quatrième accord cadre aujourd'hui. Et donc, on compte toute l'électricité qui rentre sur le réseau et qui sort du réseau pour que l'IA puisse facturer. Et donc, voilà, c'est des contrats de 8 ans. Mais pour donner une idée, il faut 2 ans de négo ou 2 ans d'appel d'offres européen pour avoir le contrat. Donc voilà, on est très content de l'avoir. Et on fait la même chose chez RTE, donc la haute tension française, pour lequel on fait 100% de leur plateforme offshore pour l'éolien. Et maintenant, on a le contrat pour couvrir la moitié de la France pour la partie onshore. Et donc, avec cette expertise comptage, on fait aussi du sous-comptage plutôt pour les gros industriels et puis également les bâtiments de bureaux quand ben, il n'y a qu'un raccordement réseau et plusieurs locataires derrière. Et donc voilà, donc ça c'est une grosse partie de notre activité. Après ça, ben, le MO pour monitoring. Alors là, ben, c'est plutôt, contrairement au metering pour lequel il y a un niveau de précision très précis, donc 0,2% au niveau de la haute tension. Ici, c'est plutôt l'acquisition de données pour des éléments critiques. Alors, on est très actif sur la partie DGA, c'est Dissolved Gas Analysis. Donc, c'est l'analyse des gaz dissous dans l'huile dans l'huile des transfos pour justement pouvoir prévoir des défauts. Et donc, voilà, si on voit que les courbes de certains gaz augmentent, on peut, voilà, il faut, dans certains cas, réagir et même réagir rapidement. D'autres types de monitoring, plutôt Power Quality, analyse de la production et de la consommation industrielle, où on peut aussi relever des données d'automates, de machines. Donc voilà, c'est le côté vraiment acquisition et transmission, un peu de visualisation, mais on n'est pas du tout dans la partie IA. Voilà, ça c'est d'autres sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Et puis le troisième point, c'est la partie contrôle. Ben là, comme on fait déjà des armoires de comptage pour Elia, on fait aussi du montage câblage d'armoires. Alors là, plutôt en sous-traitance pour des groupes comme Siemens. Et donc, c'est des armoires de protection et on les installe aussi sur site. Donc voilà, c'est dans le cadre du contrat LFDD pour ceux qui connaissent. Et donc là, on a une centaine d'installations prévues sur les 4 prochaines années. En gros, c'est pour éviter ce qui s'est passé en Espagne il y a une petite année, quoi. Et puis, ben, dans le gros éolien, on fait aussi du pilotage de PLC. Voilà, mais ça, c'est plutôt un détail, quoi. Alors, on m'a demandé de parler du projet de recherche CODI, qui est le comptage digital haute tension. Alors, quand on parle avec RTE, c'est plutôt comptage numérique, hein, plus que digital. Mais voilà, vous comprendrez le lien. Et donc, on se situe tout à fait dans la stratégie et la réflexion des postes Digital Substation. Et donc, pour lequel il y a des projets pilotes aujourd'hui. Et donc, en gros, si on prend la situation actuelle pour laquelle on fait nos armoires de comptage, ben, la partie protection et la partie comptage sont tout à fait décorrélées. Dans les projets actuels de projets pilotes,
ben, les protections sont digitales et amènent vers des merging units en fibre optique qui prennent les données en sample values, plus en continu. Et les protections ben, sont plus qu'une machine virtuelle où il y a un soft qui tourne, quoi. Et voilà, une des questions qu'on a eues d'Elia, c'est quelle est votre vision sur la partie comptage? Et on a trouvé la question très pertinente. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et l'hypothèse qu'on prend, c'est d'utiliser les données qui sortent des merging units pour via fibre optique, refaire les calculs que les compteurs font aujourd'hui, quoi. Et l'hypothèse, c'est que le niveau de précision qui sortira ben, de ce comptage numérique soit la même précision que le comptage actuel, quoi. Et donc voilà, ça c'est un peu le pitch générique. Et donc on a ben, autour de la table Heliosys comme partenaire industriel, vraiment pour la partie normative. Voilà, Elia est lié à beaucoup de normes et aux régulateurs, etc. Et donc voilà, cette partie normative est essentielle. Multitel comme centre de recherche, vraiment dans la partie analyse des signaux. L'ULB, plus pour sa connaissance des postes haute tension. Et donc voilà. Et nous, avec la partie expertise comptage, quoi. Et donc voilà, et alors le gros intérêt, ben, c'est qu'on a deux partenaires industriels qui feront pas partie du consortium, mais qui sont vraiment les sponsors. Il y a Elia et RTE. Et donc avec eux, voilà, on rédige les specs pour les besoins du comptage numérique. Et puis, ben, on vérifie qu'en pratique, ça puisse tenir la route. Et donc, voilà, par exemple, on teste différentes merging units. Nous, on en achète, Elia en achète, RTE en achète et on les fait tourner. Donc voilà, donc ça, c'est le genre d'éléments. Et, et voilà, et il y a des projets concrets qui vont arriver dans les années qui viennent. Et donc, voilà, on a intérêt à se dépêcher, même si le projet en tant que tel de Codit dure encore 3 petites années, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu le scope général. Et je serais ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jérôme. Ben, c'est vrai qu'on voulait présenter cet exemple-là parce que ça illustre bien comment on peut résoudre des challenges des GRD ou des GRT. Donc, merci pour cette présentation. Alors, peut-être avant de terminer, peut-être le mot de la fin pour Thibaut, pour justement rappeler les actions, en tout cas les next steps pour vos questions, vos propositions de projet. Je vais couper mon micro. Je vais rouvrir le mien. Ouais, j'ai les quelques mots de la fin, puis je suis un peu embêté parce que c'est en gros en next step spécifique par rapport à ce projet Duel, mais on est un peu pris par le temps. Alors j'avais quelques petites questions, mais je vais le faire dans l'ordre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été présentées aujourd'hui, que ce soit en fait par la présentation de Vincent, puis celle de Sébastien et celle d'Arnaud, de reste, et puis l'exemple aussi de Jérôme, elles sont, je pense, très en phase avec l'exemple en fait. Euh, Puis les opportunités qui sont ouvertes par Duel. Il y avait un message que j'aimais beaucoup, que c'est Arnaud qui disait notamment, on fait pas de R&D directement, on est coordinateur de l'innovation.
Mais en fait, c'est typiquement, je pense, un rôle, un positionnement potentiel voilà, où ça rentre, je pense, assez bien avec l'outil qui était présenté tout à l'heure. Donc j'ai l'impression que là, il y a beaucoup aussi d'idées et de challenges qui ont été présentées, très concrètes, que ce soit par Elia ou par Aurès. Il y a un exemple aussi de solution qui a été apporté par Memoco. Euh, donc là, et puis il y a aussi potentiellement des financements disponibles. Donc on a beaucoup de choses, je pense, intéressantes que vous soyez en fait une offre PME offre de solutions ou que vous soyez un grand groupe qui a un challenge. Ce qu'on vous invite à faire, si vous avez voilà, des idées ou des réflexions par rapport à ce que vous avez entendu, malheureusement, on est un peu pris par le temps, donc on ne va pas développer spécifiquement, mais c'est de de revenir vers Philippe ou de revenir vers moi si vous avez une idée, une envie, une question par rapport à ça. Il y a un helpdesk aussi hein, sur Jewel spécifique, mais bon, vous pouvez aussi nous contacter directement. Je pense que c'est peut-être plus facile, que ce soit Philippe ou moi, sur ces points-là. Euh, Ça, c'est dans le cadre, évidemment, d'une idée par rapport à cet Open Call Duel, mais je pense aussi plus largement, parce que ça, c'est une opportunité, mais il y en a sans doute aussi d'autres sur lesquelles, là, ça peut être intéressant d'être en dialogue avec vous sur d'autres types d'activités, de soutien, euh, et de créer notamment du maillage. Parce qu'il y a beaucoup aussi de choses qui ont été présentées, que ce soit par Elia ou par Ores, où il y a potentiellement des besoins. Et là, nous, de notre côté, on peut identifier aussi voilà, des gens qui ont des solutions potentielles. Et en gros, c'est de discuter avec vous pour voir comment est-ce qu'on peut faire ce maillage-là et vous mettre en contact ouais, venir avec des idées de POC ou de projets en fait, dans le futur. Voilà, Philippe, je sais peut-être ajouter un mot, peut-être. Non. Merci Thibaut. Je vais juste peut-être arrêter le partage. Si certains ont encore des questions avant euh, de clôturer, euh, n'hésitez pas. N'hésitez pas à lever la main la réunion. Si vous n'avez pas de questions, ben vous souhaite une belle après-midi, un bon appétit. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, soit si vous avez des idées de projets ou des demandes. Voilà, un grand merci aussi encore aux présentateurs, à Vincent, Sébastien, Arnaud et Jérôme. Voilà, à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.